bonsoir. 10 minutes à partager avec vous sur Radio Sensation pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Vous avez récemment fait l'acquisition d'une maison, d'un appartement, et vous venez de constater un vice caché. De quel recours et de combien de temps disposez-vous pour agir? 2 experts pour m'accompagner dans cette émission. Il est agent immobilier à Bernay, Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Il est courtier en prêt immobilier à Bernay, Xavier Ruher, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors tout d'abord, ma première question est la suivante, messieurs. Qu'est-ce qu'un vice caché? L'agent immobilier, il veut nous répondre? Alors un vice caché, c'est quelque chose qui n'aurait pas été exposé à l'acquéreur et qui peut mettre notamment, par exemple, la structure de la maison en danger. C'est une chose qui peut changer la destination du bien, comme on dit de façon plus claire, et pour lequel l'acheteur n'en a pas été informé. Par exemple, une toiture qui aurait été refaite entièrement par le propriétaire sans aucun professionnel, sans garantie, et cette toiture qui s'écroule, c'est typiquement un vice caché. Alors, on parle de l'ancien. Dans le neuf, est-ce qu'un vice caché peut exister dans le neuf, Xavier? Un vice caché, pour moi, par définition, un vice caché, c'est qu'il y a eu malhonnêteté. Ça veut dire que le vice était connu du vendeur, qui ne l'a pas transmis l'information à l'acheteur. Donc, dans l'ancien comme dans le neuf, de la malhonnêteté, des gens comme ça, vous en avez aussi dans le neuf, oui. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Alors, on a quelques exemples quand même concrets. Vous avez un acquéreur, par exemple, qui a acheté une maison chez vous, Jacques. Il y a un vice caché, il ne l'a pas forcément détecté. Il revend sa maison, vous lui revendez sa maison, et le second acquéreur trouve un vice caché. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a une deuxième revente, il faut prouver que l'acquéreur initial, quand il a acheté, n'était pas informé du vice caché et que ce vice caché est résultant du premier propriétaire. À ce moment-là, de toute façon, dès qu'on a un vice caché, on a un délai de 2 ans pour porter plainte ou pour commencer à faire les démarches. Et à ce moment-là, on va remonter la chaîne. S'il est dans l'incapacité de prouver que c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, ce sera lui qui sera responsable. Est-ce que les petites bébêtes, là, les termites et tout ce qui suit, là, toutes les petites bébêtes dans les charpentes, etc., c'est du vice caché, ça, ou pas? Le vice caché, il faut quand même savoir qu'un vice caché, ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu du vendeur. Après, dans certaines régions, vous avez des diagnostics termites qui sont obligatoires. Chez nous, non. Mais on a des habitations qui peuvent être attaquées par la mérule. Mais est-ce que le vendeur le sait? C'est vraiment le lien du vice caché, c'est ça. Si le vendeur, il a vendu en toute bonne foi une maison qui était pleine de termites et pleine de mérules, mais qu'il n'en sait rien, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit. Oui, parce que dans le département de l'Eure, Jacques, Oui. les termites, ça c'est obligatoire en tant que diagnostic? Non, justement. C'est pas obligatoire. C'est pas Et la obligatoire. mérule, c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire dans le département de l'Eure. À ma connaissance, des termites, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, mais il y a très 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 peu de cas. J'en ai pas eu porté à ma connaissance. Par contre, de la mérule, oui, il y en a. Et pour moi, légalement parlant, on devrait rendre obligatoire sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des diagnostics, comme ça réglerait ce type de problème. Alors, étant donné que c'est pas obligatoire, est-ce qu'on peut donner comme conseil aux acquéreurs ou aux vendeurs, puisque tout le monde y retrouve son compte, même si c'est pas obligatoire, de faire un diagnostic pour dire à ça, voilà, monsieur l'acquéreur, voilà, j'ai les diagnostics, il n'y a pas de mérule, il n'y a pas de termite, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On peut leur donner ce conseil, sachant que certains diagnostiqueurs dans la zone travaillent et dès qu'ils repèrent, par exemple, une mérule ou un bois infesté, même si ce n'est pas dans leur prérogative par rapport au diagnostic qui leur est demandé, ils le signalent systématiquement pour ne pas engager leur responsabilité. Parce que si un professionnel passe et qu'il voit cet élément et qu'il n'en informe personne, c'est sa responsabilité qui est mise en cause. Donc, quels sont les recours, messieurs, et dans quel délai lorsque la personne trouve un vice caché de la maison qu'elle a achetée? Vous avez 2 ans, à partir du moment où vous découvrez le vice caché, pour entamer une procédure. Par contre, vous avez 30 ans pour découvrir le vice caché. 30 ans pour découvrir le vice caché? Oui. Alors, comment on s'y prend? On va voir le vendeur, on essaie de faire un arrangement amiable, on va au tribunal, on saisit le tribunal, qu'est-ce qu'on fait? En priorité, comme chaque conflit qu'il peut y avoir, que ce soit commercial ou autre, on essaie toujours de trouver un arrangement à l'amiable entre le vendeur et l'acheteur.
Si celui-ci est trouvé, tant mieux, ça s'arrête là, tout le monde est content. Et par contre, si jamais le vendeur ne veut pas reconnaître le vice caché, ne veut pas prendre sa part de responsabilité, à ce moment-là, oui, effectivement, il y a des poursuites judiciaires. Est-ce qu'il y a une clause de non-garantie de vice caché? Je m'explique. Est-ce que dans vos contrats, vous appelez ça des promesses de vente, je crois, je ne vais pas employer le mot synalagmatique parce qu'il est un peu barbare, mais j'ai vu passer ça dans certains dossiers. Est-ce que vous avez le droit de mettre une clause de non-garantie de vice caché? Oui, on peut mettre une clause de non-garantie de vice caché. Maintenant, dans la majorité des promesses, on a ce qu'on appelle une exonération des vices cachés. Mais selon la nature du vice caché, de toute façon, ça ne tiendra pas. C'est une clause qui peut être considérée comme léonine, c'est-à-dire que non légale. Parce que même abusive. Exactement, même si l'on considère que c'était marqué dans le compromis, si le vendeur savait qu'il y avait par exemple des termites et qu'il vend avec les termites, devant un tribunal, ça ne tiendra pas. Bah, c'est-à-dire que déjà, si le vendeur demande de mettre une clause comme celle-ci, je vais pas dire que ça met le termite à l'oreille, mais ça met la puce à l'oreille quand même. Exactement. Ah, enfin, l'acquéreur, il va se dire, mais attends, il me parle de vice caché, il me dit qu'il n'y en a pas, il veut que je mette une clause de non. Du moment qu'un vendeur fait un compromis en rajoutant ou en enlevant des choses qui se retrouvent dans 99% des compromis, il y a forcément Guy Souroche. Ici, à un moment donné, dans la région, il y avait une mode avec les marnières qui sont des cavités souterraines où elles n'étaient découvertes que chez le notaire. Donc vous aviez l'acheteur qui avait son camion de déménagement pour emménager la maison, puis il apprenait le jour de la signature qu'il avait une marnière à proximité ou sous sa maison. À ce jour, si ça se produisait maintenant, ce serait considéré comme un vice caché si l'acheteur n'était pas prévenu ou par le particulier ou par le professionnel. Mais vous avez l'obligation, messieurs, je crois, quand vous remplissez un compromis, d'indiquer à l'acquéreur, avec preuve à l'appui, la zone autour de l'habitation qu'il achète, s'il y a marnière ou bétoir ou... On a une obligation de diagnostic pour les carrières. Et ça, c'est un petit problème. C'est pas la même chose qu'une marnière. C'est ça. Enfin, on va dire que c'est pas défini de la même façon. Mais maintenant, tous les professionnels de la zone insistent et produisent des cartes pour informer l'acquéreur de toute façon de son achat. Messieurs, il nous reste 1 minute et demie, là on me fait des grands signes. Est-ce qu'il peut y avoir des vices cachés pour des nuisances sonores, des nuisances immatérielles en fait? Oui, c'est possible. Maintenant, il va falloir prouver la nuisance sonore. Si c'est une nuisance de route alors que vous achetez la maison en l'ayant visitée qui est à côté d'une route, ça va être difficile à c'est prouver. un petit peu compliqué. Si vous achetez une maison à côté d'une boîte de nuit et que vous n'avez pas été prévenu qu'elle n'était pas visible, là c'est autre chose. Ou à côté d'une rocade qui va être construite par exemple, et vous n'en avez pas été informé. Oui, en bordure de l'autoroute qui passe à Bernay, qui a été construit et qu'on ne vous dit pas qu'il va y avoir effectivement cette autoroute qui va passer, quoi. Et quand la 28 a été construite ici, vous aviez des propriétaires qui essayaient de vendre la maison en oubliant pertinemment d'informer l'acheteur que au fond du terrain l'autoroute allait passer. Oui, donc forcément ça c'est du vice caché, quoi. Exactement. Mais je pense que on doit remonter en 2000 je sais plus 2006, 7, 8 peut-être. Oui. Mais même à l'époque, je pense que les notaires quand même avaient la largeur de l'autoroute et savoir où ça passait exactement. Mais effectivement, il n'y a pas que du vice caché matériel. C'est ça. Il y a du vice caché immatériel. Donc, quels sont les conseils qu'on peut donner? Il nous reste 30 secondes, messieurs. Lors du compromis de vente, de bien faire attention, c'est ce que vous avez dit en fait. Il faut bien faire attention sur les choses qui ne fonctionnent pas dans la maison ou qui sont connues, c'est de l'écrire, comme ça l'acheteur est forcément informé, de produire le maximum de documents pour que le vendeur prouve sa bonne foi et que l'acheteur n'hésite pas à poser des questions et si vraiment il y a un doute, qu'il mandate un expert ou sans aller jusqu'à l'expert, avec des artisans connus et reconnus et qu'il fasse son examen. Voilà, puisqu'après il va acheter en l'état, mais qu'il n'hésite pas à poser de questions. Et aussi, on peut très bien donner comme conseil que l'acquéreur fasse expertiser la maison comme le bien, comme on fait expertiser une voiture si on veut acheter une voiture d'occasion à un particulier. Exactement. Messieurs, on n'a plus de temps, l'émission est terminée. Vous pouvez nous retrouver sur le site radiosensation.fr
en podcast ou sur la chaîne YouTube. Excellente soirée, à mercredi prochain.